toi, Raph, je t'enferme dans un laboratoire et je te dis de bouger plus et manger moins, tu vas perdre du poids. Mais par contre, on ne vit pas dans un laboratoire, on vit dans un environnement qui est complexe. Pour comprendre la perte de poids, il faut le voir comme une plante. Le changement de comportement, c'est les racines, c'est ce qui ne se voit pas. La tige et les fleurs, c'est le résultat, c'est le fait de perdre du poids, c'est le fait d'être mieux dans son corps. Mais sauf que si on se concentre que sur la tige et les fleurs, si on n'a pas les racines, au moindre coup de vent, ça va s'en aller. Il faut que 90% de nos actions soient des choses qu'on peut maintenir sur le long terme. Ça, moi, je pense que c'est hyper important. Arrêtez de mettre de l'intensité dans vos actions, mais plutôt mettez de l'intensité dans vos engagements. Essayez de faire des choses plus petites, plus raisonnables. Perdre du poids sans sport, c'est possible. Par contre, c'est un peu comme si tu voulais conduire une voiture avec le frein à main à moitié serré. C'est pas optimal. Déjà, je vais essayer de perdre mon premier kilo. Et dès que je vais perdre mon premier kilo, je vais être content. Je vais pouvoir le fêter. Je suis fier de moi. Je fais putain, yes, j'y suis arrivé. On doit être constamment fiable plutôt que être occasionnellement extraordinaire. Avec quelques habitudes, déjà il peut y avoir des changements. Au bout d'1 an, ta vie elle peut être complètement transformée. Pas 10 ans, pas 5 ans, pas 3 ans, mais au bout d'1 an. En se posant les bonnes questions et en faisant les bonnes actions. Les personnes qui réussissent le mieux une perte de poids, et ça je veux vraiment insister, 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Avez-vous peur de l'engagement? Avez-vous une autre chaîne préférée de santé que la nôtre? Plus sérieusement, abonnez-vous. Raph et moi, on se donne à 100% pour vous inviter les meilleurs experts et vous donner le meilleur contenu possible. Alors, abonnez-vous pour nous donner une meilleure visibilité et pour donner encore plus envie aux experts de venir sur notre chaîne. Merci encore, c'est parti pour l'interview. Comment faire pour cibler la perte de poids sur le ventre et ainsi perdre de la graisse abdominale? T'as un chercheur brésilien qui a répondu à cette question, il a fait une méta-analyse. C'est quoi une méta-analyse? C'est un regroupement de plusieurs études scientifiques. Et il a remarqué que la perte de poids n'était pas anticipable ni influençable. Donc c'est-à-dire que si tu veux perdre du poids au niveau du bras, au niveau du cou, eh ben, il faut que tu perdes du poids de partout. Et c'est pour ça que moi je m'amuse quand j'ai des patients qui viennent me voir et ils me disent « Je comprends pas Jérôme, je perds pas du poids, pourtant je fais beaucoup d'abdos et j'aimerais bien perdre au niveau du ventre. » Ils font beaucoup d'abdos et je leur réponds simplement « Mais en fait c'est pas parce que vous allez sentir que ça va brûler au niveau de vos muscles que vous allez sentir la perte de votre graisse abdominale, c'est pas là où vous avez une contraction où vous allez avoir la perte. » Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez perdre du poids à un endroit, il faut perdre du gras de partout. Ok, donc c'est impossible de cibler spécifiquement un endroit, même si par exemple on fait des abdos ou qu'on contracte le muscle en regard de la zone. Non, malheureusement, c'est pas possible, ça va pas marcher comme ça. Le corps humain, il est beaucoup plus complexe que ça. On va perdre du gras un petit peu au niveau du ventre, un petit peu au niveau du cou, un petit peu au niveau du bras, et puis au fur et à mesure, on va perdre dans la zone qui nous intéresse. Mais c'est quelque chose qui n'est pas influençable et pas anticipable. Est-ce que tu sais si on va perdre du poids un petit peu partout de la même façon, ou si suivant les personnes ou à quel moment de la perte de poids on va plutôt perdre à un endroit, après ça se transfère? En fait, on a des préférences génétiques où il y a certaines personnes qui vont perdre un peu plus à un endroit par rapport à l'autre, mais non, il n'y a pas eu forcément d'études qui ont été relevées sur ce domaine-là. Parfait, donc plus tard on va voir les 10 secrets pour perdre du poids définitivement et avec le moins d'efforts possible, mais d'abord, je te propose de te présenter. Alors, GG, je suis kiné et nutritionniste, et avec Raph, toi, qui est kiné et ostéopathe, on a monté une chaîne dans l'objectif d'améliorer la santé des plus de 50 ans. Moi, je suis depuis le plus jeune âge vraiment fasciné par le corps humain. J'ai commencé en tant que kiné, j'ai adoré ça, et j'ai vu que tout de suite, il fallait complémenter mes connaissances, améliorer mes connaissances en ayant beaucoup plus d'informations, notamment au niveau de la nutrition. Et c'est pour ça que je me suis formé et que on est tous les deux aussi des passionnés du corps humain. Puis les deux, c'est vrai, sont bien complémentaires. Hein. On est très intéressés par tout ce qui est physique, etc. Notre métier de kiné, mais toute la nutrition, les deux s'imbriquent bien et les deux ont beaucoup de liens l'un avec l'autre. On a commencé à parler de perte de poids avec cette localisation de la perte de graisse et justement le fait qu'on puisse pas choisir à quel endroit on va perdre du poids. Si on se replace sur la perte de poids d'une manière générale, est-ce que perdre du poids, c'est simplement bouger plus et manger moins? Alors,
En théorie, oui. Si toi, Raph, je t'enferme dans un laboratoire et je te dis de bouger plus et manger moins, tu vas perdre du poids. Ça, c'est une règle immuable. Au niveau des études scientifiques, ils le savent. Mais par contre, on ne vit pas dans un laboratoire. On vit dans un environnement qui est complexe et ce qu'on appelle aussi un environnement qui est obésogène, qui va nous pousser à bouger moins, donc être beaucoup plus sédentaire et manger beaucoup plus gras, beaucoup plus sucré, beaucoup plus salé. Et cet environnement va influencer notre comportement et notre comportement est aussi influencé par notre stress, nos anxiétés, notre sommeil et aussi même notre état de bonheur. Moi, je me rappelle d'un patient qui est venu me voir et qui m'a dit GG, moi ma vie ce n'est que des obligations et des devoirs. À partir de ce moment-là, tu te dis quand même que si tu dis simplement à cette personne-là de réduire son alimentation, de dire vous avez qu'à manger moins, en fait ça va pas. On voit bien que sur cette personne-là, l'alimentation, en fait c'est un médicament à sa vie. C'est que sans l'alimentation, en fait il a presque plus d'objectifs particuliers, de bonheur qui peut se faire dans la journée. Donc on voit bien que l'alimentation, c'est pas qu'une question de calories. C'est pas qu'une question de se nourrir, c'est aussi une question de se réjouir et de se réunir. Et c'est l'ensemble de tout ça qui est important. Et c'est pour ça que c'est très complexe de perdre du poids. Mais non, ce n'est pas que simplement bouger plus et manger moins, à part si on est des rats de laboratoire. Ce que ça veut dire, c'est qu'une personne qui décide de perdre du poids, sa perte de poids, du coup, elle va impacter toute sa journée, si je te comprends bien. Et elle va pas simplement impacter le moment de ses repas. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être systémique. La perte de poids, c'est revoir aussi l'ensemble de sa vie de manière générale. Il ne faut pas voir simplement bouger plus et manger moins. Il faut voir comment je peux mettre en place des comportements dans ma vie quotidienne, comment je peux réorganiser, essayer de gérer mon énergie pour mieux manger, gérer mon énergie pour essayer de faire des choix alimentaires qui soient plus sains pour moi, afin d'être en meilleure santé. C'est vraiment quelque chose de systémique. S'il faut retenir, c'est quelque chose qui est pas forcément relié que au sport et à l'alimentation. C'est vraiment complet. C'est 3 dimensions. Si je suis sûr que tu as déjà entendu cet aspect du no pain, no gain pour perdre du poids, un petit peu à l'américaine, où il faut se lancer à fond et faire des gros sacrifices. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette notion ? Déjà, je le remarque très souvent dans mes consultations et dans nos coachés, c'est certains qui commencent avec le fait je vais y aller, je vais me donner à fond, je vais souffrir. Et ça, souvent ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas confondre l'intensité de nos actions et l'intensité de nos engagements. Je reprends, je vais expliquer tout ça. Et j'ai été kiné de l'équipe de France de boxe anglaise pendant 4 ans. Kiné de l'équipe de France de boxe anglaise, la boxe anglaise, c'est un sport à catégorie de poids. Donc, c'est-à-dire que tu dois atteindre un certain poids, pour participer à la compétition. Et donc, mes boxeurs mettaient de l'intensité dans les engagements. C'est-à-dire qu'ils allaient se priver au niveau de la nourriture de manière très forte, qu'ils allaient faire beaucoup d'activités physiques pour, sur le court terme, arriver à descendre leur poids et à participer à leur compétition. Intensité dans l'engagement, court terme. C'est dur, c'est très dur, mais ils y arrivent. Ils perdaient beaucoup de muscles, un peu de gras et beaucoup d'eau. Mais sauf que ce raisonnement-là fonctionne que chez des athlètes de haut niveau. Et quand moi je vois des personnes qui viennent me voir dans mon cabinet et qui ont cette même attitude en disant « je suis prêt à tout sacrifier, je suis prêt à sacrifier mes amis, je suis prêt à manger de la soupe aux choux pendant 3 mois, je suis prêt à faire 10 heures de sport par semaine », et je leur dis qu'ils foncent complètement dans un mur. Parce que c'est comme s'ils commençaient un marathon, qui est la perte de poids, en sprint, avec la vitesse du sprint. Ils vont exploser. C'est pas possible. Et donc, à ces personnes-là, je leur conseille simplement de dire arrêtez de mettre de l'intensité dans vos actions, mais plutôt mettez de l'intensité dans vos engagements. Essayez de faire des choses plus petites, plus raisonnables, mais quelque chose qui peut être maintenu tout le long de sa vie. C'est ça qui est important. C'est que les personnes qui nous écoutent doivent comprendre qu'on doit être constamment fiable plutôt que être occasionnellement extraordinaire. Dans l'exemple que tu as pris, tes boxeurs, ils arrivaient à faire un effort qui était aussi fort parce qu'en fait, ça durait que pendant quelques jours. Et je suppose que quand tu les voyais en dehors de ces moments-là, en dehors des moments de compétition, ils étaient largement au-dessus du poids qu'ils devaient atteindre. J'ai déjà vu un boxeur, il a repris 7 kilos en un jour. Ouais.
Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'ils arrivaient à tenir aussi longtemps, parce que bon, déjà, ils le faisaient au détriment de leur santé, c'est pas comme ça qu'il faut perdre du poids sainement. Et puis voilà, ça durait le temps du combat. En plus, le jeu, c'est quand même de reprendre du poids le plus rapidement possible pour être le plus lourd pendant le combat et avoir un avantage sur son adversaire. Donc voilà, ils pouvaient tenir ça juste quelques temps. Du coup, tu penses que quand on veut perdre du poids, c'est pas sur une période définie et c'est des changements qu'on doit faire sur le très long terme et peut-être même pour toute notre vie? Oui, parce que en fait, perdre du poids, c'est tout d'abord changer d'habitude. Moi, ce que je dis souvent, c'est que on traite pas le surpoids, on traite le surpoids, c'est la conséquence. On traite la cause. Et la cause, c'est tout simplement le comportement. Et c'est ça qu'on essaie de changer. On essaie de changer un comportement qui a amené le surpoids ou la situation d'obésité. Et que si on met de l'énergie à traiter le surpoids, c'est de se dire, je veux perdre 30 kilos. Et bien encore une fois, je peux te mettre à la soupe aux choux pendant X temps et tu vas réussir à perdre de poids, mais sauf que tu vas tout reprendre quand tu vas reprendre ton alimentation normale. Et si par contre, je te dis, qu'est-ce qu'on va mettre en place au niveau du changement de comportement pour que ce soit quelque chose qui soit ancré dans ta vie et pour que ce soit durable, et bien là, ce sera beaucoup plus stable. Ce que j'aime bien comme métaphore pour comprendre en fait la perte de poids, c'est qu'il faut le voir comme une plante. Le changement de comportement, c'est les racines. C'est ce qui ne se voit pas. Ça va être quelque chose d'ancré. Et ce que je veux, c'est un comportement qui s'étende. Vraiment des racines qui sont profondes, qui sont bien stables. Et puis ensuite, au fur et à mesure, quand on va commencer à avoir des racines qui sont bien ancrées dans le sol, eh ben on va commencer à voir apparaître une tige, des fleurs. Et la tige et les fleurs, c'est le résultat. C'est le fait de perdre du poids. C'est le fait d'être mieux dans sa silhouette, dans son corps. Et l'apparition de tiges et des fleurs. Mais sauf que si on se concentre que sur la tige et les fleurs, eh ben, si on n'a pas les racines, au moindre coup de vent, ça va s'en aller. Donc, tu fais bien d'insister sur ça. Mais en fait, perdre du poids, on peut faire des changements d'habitude qui ne peuvent être sur le court moyen terme qu'on va pouvoir changer malgré tout, même sur une perte de poids. Mais globalement, il faut que 90% de nos actions soient des choses qu'on peut maintenir sur le long terme. Ça, moi, je pense que c'est hyper important parce qu'en fait, s'il y a une personne qui est en surpoids, ça veut dire que c'est son mode de vie qui l'a amené à son surpoids. Les activités qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas, et ce qu'elle mange ou ce qu'elle ne mange pas. Donc en fait, si pendant un moment elle perd du poids en modifiant ses habitudes, si derrière elle reprend le mode de vie qu'elle avait avant, elle va revenir exactement au même poids. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc en fait, si on veut véritablement changer son poids, c'est pour ça que la notion de régime, elle a pas grand intérêt, parce que souvent régime, ça sous-entend qu'il y a un début, qu'il y a une fin, alors que là, ce qu'il va falloir, c'est essayer de modifier de manière profonde les habitudes de la personne. Quand la personne, elle veut commencer une perte de poids, toi, est-ce que tu lui conseilles d'avoir un objectif ou pas ? Un objectif de perte de poids, perdre 10 kilos, perdre 20 kilos, etc. Je vais revenir un petit peu sur la question précédente parce qu'elle est assez reliée avec la question que tu m'avais posée. C'est que l'objectif n'a pas forcément d'intérêt. Si une personne me dit je veux perdre 30 kilos, j'ai aussi des athlètes qui m'ont dit je vais être médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Ils ont des objectifs, les deux. Sauf que c'est pas ça qui compte. C'est pas la puissance de tes objectifs qui va faire que tu vas réussir. C'est la stratégie que tu vas mettre en place et les efforts que tu vas allouer aussi au bon endroit. Donc, c'est de se dire que moi, je préfère quelqu'un qui a un objectif beaucoup plus petit, entre guillemets, au début et qu'il augmente au fur et à mesure ses attentes. Mais commencer à se dire, je veux perdre 30 kilos, eh ben, pour moi, ça ne va pas changer la réussite de son objectif de perte de poids. J'ai plein de patients qui viennent me voir et qui ont ces ambitions-là. Et les personnes qui réussissent le mieux une perte de poids, et ça je veux vraiment insister, c'est des personnes qui se concentrent sur leur changement de comportement, sur les actions qu'ils mettent en place dans le quotidien pour perdre du poids.
mais qui se focalisent pas forcément sur le fait que je veux absolument perdre du poids. C'est un peu délicat, mais il y a vraiment cette différence-là. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on ne traite pas un surpoids, parce que ça, c'est la conséquence. On traite plutôt un comportement qui a amené au surpoids. Donc, venez vous concentrer sur les actions que vous allez réaliser. En effet, vous pouvez avoir en tête vos objectifs, il n'y a pas de souci, mais peut-être que l'objectif, dites-vous bien, déjà, je vais essayer de perdre mon premier kilo. Tout simplement. Je vais diminuer mes attentes, je vais déjà essayer de perdre mon premier kilo, et dès que je vais perdre mon premier kilo, je vais être content, je vais pouvoir le fêter, je suis fier de moi, je fais putain, yes, j'y suis arrivé, je suis dans le bon sens. Et puis ensuite, je vais m'occuper du deuxième kilo. Oh yes, j'y suis arrivé. Cette personne-là aura exactement le même résultat que celui qui va dire je veux juste perdre 30 kilos, et tant que j'ai pas réussi à perdre mes 30 kilos, je suis pas content de moi. Parce que celui, par contre, qui va fêter ses petites victoires, il peut avoir les mêmes résultats, mais en plus, il aura une confiance en lui beaucoup plus importante. Parce qu'il ne faut pas oublier que fêter ses petites victoires, fêter son premier kilo, puis son deuxième kilo, puis son troisième kilo, c'est super important pour la confiance en soi. Et il y a une notion aussi qui m'intéresse et qui me chagrine quand des personnes souhaitent perdre du poids, c'est que la confiance en soi, quand on l'a pas, c'est la première source d'échec, et c'est aussi la première source de timidité à agir. Le fait de faire moins et d'abandonner plus rapidement. Et encore une fois, comment on fait pour gagner confiance en soi ? C'est en diminuant ses attentes. C'est en ayant plus de réussite et en diminuant ses attentes. Je vais te citer un exemple. Tu as une soirée que tu as prévue ce soir. C'est une soirée que tu imagines extraordinaire. Vraiment, tout ce que tu as rêvé, tu vas avoir un jacuzzi, tu vas avoir un sauna, tu vas avoir tout ce que tu veux, tu vas t'éclater. Et t'y vas, et puis en fait, c'est juste une pauvre petite piscine, et franchement, t'es vachement déçu. Alors que, donc là, t'as beaucoup d'attentes, et ton expérience va être médiocre. Alors que si tu as très peu d'attentes, tu te dis, écoute, j'ai une soirée, ça peut être sympa, mais derrière, je m'attends pas à grand chose, je vais voir comment ça se passe. Quand j'arrivais à cette soirée, et que en fait, il y a un sauna, je savais pas qu'il y avait un petit sauna. Je vais passer un bon moment. Mais en plus, il y a des petits trucs à manger. Et en fait, ton expérience va être complètement différente parce que tes attentes sont plus raisonnables. L'objectif, des fois, ça peut créer des attentes trop importantes chez les patients, et ça peut être un frein à leur confiance, à leur estime de soi. Ok, donc là, tu as dit plein de choses. Tu as dit, si j'ai bien compris, la dernière notion, c'est qu'il ne faut pas un objectif qui soit trop élevé, parce que sinon, ça peut créer de la frustration, et si la personne décide de perdre 30 kilos, c'est son objectif initial, qu'elle arrive à 25, finalement, d'un point de vue accomplissement, c'est génial, mais elle aura de la frustration. Pourtant, elle aura amélioré sa santé, sa silhouette aura changé, il y aura eu plein de changements, elle aura sûrement mis en place plein d'habitudes saines dans sa vie pour arriver jusque-là, mais elle sera frustrée parce qu'il lui manquera les 5 kilos qui lui permettent d'arriver aux 30. Ça, si j'ai bien compris. Et l'autre chose que tu as dit, c'est qu'en fait, il fallait pas s'attaquer au surpoids directement, qui est la conséquence, mais plutôt essayer de s'attaquer aux causes. Donc si j'ai bien compris les causes, on va plutôt s'y attaquer en mettant des habitudes de vie saine. Donc en fait, plutôt que s'attaquer à la perte de poids, on essaie d'avoir une vie un petit peu plus saine, et après la perte de poids va se passer un petit peu tout seul, si je comprends bien. Exactement, tu l'as très bien résumé. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 habitudes saines, comme ça, pour des gens qui nous regardent, qui pourraient essayer d'implémenter dans leur vie des choses assez pratiques, assez simples ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les choses les plus extraordinaires se construisent par l'exécution constante de bases très simples. Et que tu as bien fait de revenir dessus. En fait, avec quelques habitudes, déjà, il peut y avoir des changements. Et c'est ça qui est important à retenir. C'est que se dire que on va mettre en place ces 3 habitudes, et peut-être en une semaine, déjà, on va commencer à les avoir dans notre routine. Au bout d'un mois, on va commencer à avoir des changements sur nous. Au bout d'un mois et demi, les gens ils vont commencer à remarquer « Ah ouais, t'as mis ces habitudes en place, je te sens mieux, t'es plus en forme. » Et au bout d'un an,
ta vie, elle peut être complètement transformée. Pas 10 ans, pas 5 ans, pas 3 ans, mais au bout d'1 an. Au bout d'1 an, en se posant les bonnes questions et en faisant les bonnes actions. 3 habitudes simples. Entre midi et 2, vous pouvez déjà marcher. Vous sortez de votre travail, vous allez manger, et ben vous allez faire 20 minutes de marche à la place de juste discuter simplement assis avec vos collègues. Ça, c'est la meilleure habitude, parce que derrière, on sait que ce qu'on appelle les NEAT, donc c'est des exercices qui sont pas du sport, et ben sont très importantes pour la perte de poids. Ça peut être une première habitude. Je vais insister, je vais faire une sous-catégorie encore d'habitude, c'est de se dire que le matin, si vous n'avez pas le temps, ben peut-être que juste garer votre voiture un peu plus loin, ou sortir une station de métro avant votre arrêt pour aller au travail, ben c'est intéressant, parce que comme ça va vous permettre de marcher un peu plus. Donc c'est la marche que tu mets. Essayez d'implémenter la marche dans vos journées. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Sur la marche, effectivement, c'est hyper important d'un point de vue santé. Quand on reçoit souvent des invités et que les caméras tournent comme là, et tout le monde parle de l'intérêt de la marche, et eux aussi, et ils disent, voilà, c'est bien de faire 6000 pas, etc. Et souvent, après, quand on coupe les caméras et qu'on leur demande un peu ce que eux ils font dans leur vie, ils nous racontent qu'ils font 10 000 pas, 15 000 pas, 20 000 pas même, j'en ai un en tête. Et en fait, je trouve que du coup, il y a quand même cette différence qui est un peu hypocrite, c'est que pour essayer d'inciter les gens, pour pas leur faire peur, etc., ils annoncent un pas qui est assez faible. Mais eux, comme ils connaissent les bienfaits et les pouvoirs de la marche, dans leur vie, ils en font beaucoup plus. Et je trouve que du coup, ça rappelle quand même une idée, c'est que je pense qu'il faut pas parler de seuil, tu vois, sur le nombre de pas. Et toi, c'est pas ce que t'as fait d'ailleurs. T'as dit, il faut essayer de marcher plus. Et ça, je pense que c'est beaucoup mieux, parce que sinon, quand on parle de seuil, pour les gens qui nous regardent, bah en fait, on est toujours perdant, parce que la personne qui fait 6000 pas, si tu lui dis d'en faire 10 000, elle va te dire peut-être c'est trop élevé. Et finalement, la personne qui en fait peut-être 10 000, si tu lui dis ah bah 6 000 pas c'est bon pour la santé, elle va dire ah bah moi je suis tranquille, de toute façon j'en fais déjà plus, et elle va peut-être en faire moins. Mais donc voilà, juste se concentrer en fait sur le fait de marcher plus, comme tu l'as dit, essayer au maximum d'implanter de la marche dans vos journées. Et vous pouvez monter jusqu'à 15 000 pas, 20 000 pas. Je lisais hier des études anthropologiques sur certaines tribus d'Afrique, de Tanzanie, où on estime que quand on était des chasseurs-cueilleurs, on marchait 15 à 20 000 pas. Donc on peut très bien faire ça tous les jours et notre santé sera améliorée. Bon, en premier, tu dis habitude saine, on marche. Deuxième habitude, très simple à mettre en place, vous rajoutez une portion de légumes dans votre assiette. Et notamment, vous rajoutez une portion de légumes dans votre assiette en entrée. Pourquoi ? Parce que quand vous allez manger cette portion de légumes, ça va remplir votre estomac. Ça va mettre du volume dans votre estomac, ce qui va vous permettre de moins manger au niveau calories sur l'ensemble de son repas. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a une différence entre de densité au niveau alimentaire. C'est pas ce qu'on va voir forcément dans cette vidéo-là, mais en fait, le légume va avoir plus d'eau à l'intérieur et donc va avoir un effet remplissage plus intéressant au niveau du corps, ce qui va permettre de tout d'abord remplir l'estomac en termes de calories beaucoup moins que, on va dire, à des bonbons. Les bonbons, ça va pas remplir et il y a beaucoup de calories, alors que un légume va remplir le ventre sans les calories. Ouais, donc en fait, si on prend le légume au début de son repas, bah en fait, on a déjà rempli une partie de son estomac avec quelque chose qui fait pas ou peu de calories. Enfin, je vais dire peu pour être plus exact, mais... Et donc après, bah, il nous reste que l'espace, finalement, qui reste, qu'on peut potentiellement remplir peut-être avec des choses qui sont plus caloriques, mais en tout cas, on a déjà rempli une partie avec peu de calories, donc effectivement, on a gagné du temps. Ok, donc premier conseil, la marche. Deuxième conseil, une salade en entrée de tous ces repas. Troisième conseil, qu'est-ce que tu recommandes ? De rajouter de la friction dans des aliments qui vous tentent trop dans votre quotidien. Je vais citer un exemple simple. Sur votre bureau, vous avez toujours des petits chocolats qui traînent
Et à chaque fois, vous devez jouer avec le fait d'être tenté. Est-ce que je vais en manger? Est-ce que je vais pas en manger? Et ben, en fait, si vous avez un environnement généralement, je dis pas tout le temps, mais généralement sain, sans cette tentation-là, eh ben, vous allez diminuer votre envie et vous allez diminuer votre volonté à vouloir manger ce chocolat et en fait utiliser cette volonté à d'autres moments. Donc, avoir un environnement sain et avoir plus de friction sur les choses que vous aimez. C'est intéressant parce que je trouve qu'avec les 3 exemples que tu as pris, augmenter la marche, donc augmenter ses dépenses, commencer ses repas avec une entrée, donc indirectement, on diminue un petit peu ce qu'on mange parce qu'on l'a dit, on fait rentrer des aliments dans notre estomac avec peu de calories. Et en 3e, tu es allé sur le comportement. Et donc ça revient sur la question que je t'ai posée au début, si le fait de perdre du poids, c'était simplement bouger plus et manger moins. Donc tu as dit oui, ça allait en partie. En théorie, donc tu as mis ces 2 conseils. Et puis, tu as montré du coup un autre point sur le comportement. Et donc je trouve que ça illustre bien, donc c'était bien intéressant. Tu as dit tout à l'heure, et donc je propose qu'on l'aborde maintenant, que le sommeil, c'était une composante importante pour perdre du poids. Et en plus, c'est souvent une composante qui est délaissée et qui n'est pas abordée en fait dans la perte de poids. Le sommeil est quand même très important dans la perte de poids. Pourquoi ? Quand on va manquer de sommeil, on va avoir une perturbation d'une hormone qu'on appelle la gréline. Et l'hormone de la gréline va être responsable de notre sensation de faim, de satiété, etc. Et quand on a cette perturbation de cette hormone, eh ben, on va orienter nos choix alimentaires vers des choix plus sucrés, plus salés, plus gras. Parce que le corps, il va se dire, mais moi, j'ai pas mon énergie, je manque d'énergie, j'ai pas très bien dormi. Et ben du coup, je vais essayer de récupérer cette énergie dans mes aliments au quotidien. Et donc, forcément, nos choix alimentaires vont être plus émotionnels et moins pertinents. Et sur la perte de poids, j'ai une étude qui m'a passionné, je l'adore. Franchement, je la cite partout, je l'ai adorée, elle est très simple et je la trouve très parlante. C'est des personnes qui ont pris 10 personnes. Ils ont séparé en 2 groupes, 5-5. Et sur ces 2 groupes, ils ont demandé à ces personnes de faire une restriction alimentaire, c'est-à-dire de manger moins que ce qui se consommait, et donc ils allaient forcément perdre du poids. Le premier groupe devait dormir 8h30, et le deuxième groupe devait dormir 5h30. Donc c'est-à-dire qu'il les réveillait carrément pour qu'ils dorment que 5h30 par nuit. À la fin, les personnes avaient perdu à peu près le même poids, donc il y avait une même perte de poids, mais par contre ceux qui avaient une restriction de sommeil avaient perdu plus de muscles et moins de gras. Donc on voit bien l'impact direct. Si je veux perdre du poids, je veux avoir le meilleur retour sur investissement. Et on voit bien que le sommeil, eh ben, on fait des efforts et on en récolte moins les fruits. Ok, donc tu viens de le dire, quand on veut perdre du poids, c'est important de bien dormir. Mais si on a quelqu'un qui dort pas bien, là, qui nous regarde et qui veut perdre du poids, est-ce que tu as un conseil à lui donner ? Alors déjà, je souhaite en aucun cas culpabiliser les gens qui ne dorment pas bien. Parce que moi-même, je suis quelqu'un qui dort pas très bien. Et ce que je demande simplement, très simple, c'est d'être proactif dès qu'on a un problème. C'est-à-dire qu'on peut aller moins bien, mais d'essayer de chercher des solutions et de ne pas se coller l'identité. Je suis un mauvais dormeur. Il y en a plein qui se collent, je suis un mauvais dormeur. Je peux rien faire, je suis un mauvais dormeur. Il y a aussi des personnes qui se collent l'identité de toute façon, je suis en surpoids, je resterai en surpoids toute ma vie. Et donc, c'est déjà d'éviter de se coller des étiquettes, d'éviter de se coller une identité sur ces problématiques, mais ensuite d'être proactif, de chercher des petites solutions simples. Si je te donne quelques petites solutions, premièrement, on peut tester la caféine. On essaye d'arrêter de boire du café, voir comment ça se passe sur le corps. Et puis aussi, on essaye plus longtemps que 2-3 jours. On essaye sur un temps long. On essaye j'arrête ça pendant 1 mois et je vois les effets. C'est positif, c'est négatif. Ça change rien. Ok, je continue. Deuxième chose, on essaye de ne pas louper son train du sommeil. Il y a des trains qui passent à partir de 21h, 22h. Quand on sent qu'on est fatigué, eh ben, on va se coucher. On ne va pas procrastiner, on ne va pas louper notre train du sommeil. Il y a certaines personnes, ils ont un train du sommeil qui passe tous les 10 minutes. Ça, c'est des gens chanceux. C'est pas mon cas. Moi, il passe toutes les heures et demie. Donc, si je le loupe, bah, je me tape 1h30 à ne pas dormir. Donc, c'est très pénible.
Et donc, tout faire pour ne pas louper ce petit train de sommeil qui passe que les 1h30. Donc, quand je sens un peu de fatigue, je commence à sentir que je bâille, là, il faut que je sois prêt pour aller au lit. Troisième petit conseil que je peux donner, c'est tout simplement essayer de se coucher et de se lever à la même heure. Parce que, en fait, le corps est routinier. Il aime bien quelque chose qui est régulier. Et c'est pour ça que le fait de s'endormir à peu près à la même heure, de trouver son train de sommeil à peu près à la même heure, et surtout de se lever, même si on ne dort pas très bien, à la même heure, c'est très important parce que ça met du rythme. Dernier petit conseil, l'alcool, c'est très important de ne pas en consommer, et notamment le soir, parce que ça va perturber le sommeil. Ça va être un sommeil qui ne va pas être récupérateur. Souvent, on a tendance à dire qu'on dort mieux en ayant un petit coup dans le nez, mais c'est faux. Parce que derrière, ce sommeil est beaucoup plus superficiel, et donc il faut faire attention. Oui, les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, on a un sommeil qui est de moins bonne qualité. On dort peut-être aussi longtemps, ou en apparence aussi bien, mais en fait, la qualité du sommeil n'est pas du tout la même. D'ailleurs, si vous voulez perdre du poids avec d'autres conseils que ceux qu'on aborde là dans cette vidéo, vous avez les conseils indispensables de GG, donc les tiens, pour perdre du poids durablement après 50 ans. Et du coup, vous pouvez vous inscrire en commentaire épinglé, le premier lien, et puis également dans la description de la vidéo. Très bien. Dans l'étude que tu as prise avec les 10 personnes qui dormaient, 5 qu'on empêchait de dormir et 5 qui dormaient normalement, tu m'as dit ceux qu'on empêchait de dormir, ils perdaient plus de muscles pendant leur perte de poids. Pourquoi c'est grave de perdre du muscle ? Parce que finalement, ils pèsent quand même moins lourd à l'arrivée. Dans l'étude, ils perdaient plus de muscles et moins de gras. La perte de masse musculaire est très importante et c'est notamment un chercheur qui a remarqué ça. C'est un chercheur qui a mis en évidence que plus tu perds du muscle lors d'une perte de poids, plus tu as de chances de faire l'effet yo-yo, donc de reprendre ton poids. Et c'est encore une fois une question d'énergie. Si le but c'est de peser moins lourd sur la balance, si c'est en tout cas de perdre du gras, c'est pas de perdre du muscle, parce qu'on sait que le muscle c'est l'organe le plus important pour la bonne santé, pour la longévité et pour éviter d'être dépendant quand on va vieillir. Donc c'est capital de lutter contre cette fonte musculaire lors de la perte de poids. Et donc si on part du principe que tu fais des efforts pour perdre du poids, mais sauf que si tu fais pas attention à ta quantité de muscle que tu perds, tu sais que tu vas reprendre ton poids. C'est un facteur prédicteur de ton échec de perdre du poids. Donc, il faut absolument trouver un moyen de lutter contre cette perte de poids. Perte de muscle. Tu te doutes de la question que je vais te poser ? Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour préserver sa masse musculaire au cours d'une perte de poids ? Tu viens de nous dire que c'était très important parce que si quand on perd du poids, on perd beaucoup de muscles, on a énormément de chances de reprendre du poids, faire ce fameux effet yo-yo. Quand on fait cet effet yo-yo, on va reprendre que du gras et pas de muscle. Donc en fait, on se retrouve à peser le même poids qu'avant, sauf qu'on a perdu de la masse musculaire, qu'on a remplacé par du gras. Donc en fait, on a quand même une composition corporelle qui est beaucoup moins qualitative. Et en plus, on est revenu au même poids. Donc comment est-ce qu'on fait pour préserver nos muscles pendant une perte de poids ? Ça, tu as un chercheur qu'on a d'ailleurs reçu sur la chaîne, Jean-Michel Aupert, qui a répondu à cette question avec une étude Umbrella. C'est un très beau nom, Umbrella, ça veut dire parapluie en anglais. Et on voit bien, il y a un côté très englobant dans le parapluie. Qu'est-ce que c'est qu'une étude Umbrella ? C'est de se dire que si une étude Umbrella, c'est un parapluie, une petite ombrelle que tu mets dans ton cocktail, c'est une étude. Et donc, on voit bien que l'étude Umbrella, ça récolte énormément d'informations sur la science. Ce qu'il a remarqué, c'est que la musculation permet de lutter contre cette perte de masse musculaire lors d'une perte de poids. Et deuxième élément, il a remarqué que des personnes qui faisaient du sport plus une restriction alimentaire, donc c'est-à-dire qu'ils mangeaient moins que ce qu'ils consommaient, donc ils perdaient du poids, seuls, donc restriction alimentaire seule et restriction alimentaire avec du sport, les personnes avec une restriction alimentaire plus du sport perdaient beaucoup plus de poids. Et c'était beaucoup plus intéressant et avait une meilleure recomposition corporelle. C'est-à-dire que la matière grasse se transformait plutôt en muscle. Donc, 2 éléments à retenir. Pour lutter contre cette fonte musculaire qui est obligatoire un petit peu lors d'une perte de poids, il faut faire du sport. Ce qui est montré au niveau des recherches scientifiques, c'est plutôt de la musculation.
Et il faut apporter les bonnes briques au niveau du corps, et les bonnes briques, c'est les protéines. Et donc, essayer de manger, malgré tout, à chaque repas, assez de protéines. Ok. Tu peux me donner quelques sources de protéines comme ça pour que ça soit clair pour les gens? Alors, tu as 2 types de protéines. Tu as les protéines plutôt animales, plutôt végétales. Donc, protéines venant des animaux, ça va être plutôt œufs, poissons et par exemple poulet. Mais les viandes, on va dire les protéines végétales qui vont être plus intéressantes d'un point de vue santé, ça peut être tout ce qui va être tofu, sétan, lentilles corail par exemple, qui a un grammage qui est très intéressant. Et c'est la variabilité de tout ça qui va permettre de créer, en tout cas, un nombre de protéines dans son assiette assez intéressant. Ok, donc on a parlé du sport, de l'importance du sport dans la perte de poids, et tu m'as parlé beaucoup de la musculation. Si on cherche un peu à classer les sports et qu'on les met sur une droite, on peut dire que si d'un côté on a la musculation, à l'opposé on va avoir un peu tous les sports cardio. Qu'est-ce que tu penses déjà de l'intérêt de faire un sport cardio? Parce que c'est pas forcément la même chose. La musculation, on va beaucoup travailler les muscles. A priori, on va quand même moins transpirer. On va moins solliciter notre cœur, moins nos poumons, mais on va plus développer nos muscles. Et tu nous as expliqué pourquoi c'était important. Et donc, qu'est-ce que tu penses de l'intérêt de faire un sport cardio si on veut perdre du poids, si c'est par exemple ce qu'on aime faire et que si on fait pas ça, on ferait pas de musculation? Mais écoute, déjà, je pars du principe que faire juste un sport cardio et pas faire de musculation, c'est déjà très bien lorsqu'on veut faire une perte de poids. Le but, c'est pas d'imposer les gens à faire n'importe quel sport. Le sport cardio, c'est très intéressant. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut le pratiquer régulièrement. Le mot-clé dans cette vidéo, c'est régulier. Et si on le fait qu'une fois par semaine, ça va être insuffisant. Ça va pas être significatif. J'aimerais bien aussi insister sur le point que perdre du poids sans sport, c'est possible. Par contre, c'est un peu comme si tu voulais conduire une voiture avec le frein à main à moitié serré. C'est-à-dire que c'est pas optimal. C'est pas des choses qui vont entraîner les meilleurs résultats et qui vont être le plus facile. Voilà comment je peux te répondre. Est-ce que tu veux compléter par rapport à cette question-là avec ta casquette de kiné et d'ostéo? Non, je pense que effectivement, c'est ce que tu as dit. En fait, il faut essayer de faire le sport qu'on veut. Il y a des gens, et le sport qu'on aime. Il y a des gens, effectivement, toi, tu as parlé, dans les études scientifiques, on retrouve l'intérêt de la musculation. Et d'un point de vue santé, on est quand même sur le gros boom de la musculation. Faut sortir de cette image ringard du mec en Marcel dont on se moquait, etc. Maintenant, toutes les études scientifiques montrent qu'on devrait tous faire de la musculation. Donc ça, c'est clair, en vieillissant notamment, mais pas seulement. Donc voilà, tu viens de le dire. Après, si on n'aime vraiment pas ça, si pour une contrainte, c'est sûr que si on fait le sport qu'on aime, et que par exemple c'est de la course à pied, déjà il y aura plein de bienfaits pour la santé. Ça améliorera le cœur, ça améliorera le poumon. Ça entretiendra pas autant la masse musculaire que la muscu, ça c'est clair, mais ça aura d'autres bienfaits qui seront également énormes, donc voilà. Je suis complètement d'accord. Je vais aussi insister sur le fait de faire un sport qui te fait plaisir. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et disent « Jérôme, je perds du poids, j'ai commencé mon sport, mais je veux trouver un sport qui me fait plaisir et pour l'instant, il ne me fait pas plaisir. » Mais je lui dis écoute, est-ce que tu penses, toi, Raph par exemple, quand tu commences la guitare, quand tu commences à jouer de la guitare, est-ce que tu auras le plaisir dès le premier jour? Tu vas commencer à appuyer un petit peu sur les cordes avec tes doigts, tu vas avoir mal aux doigts, tu vas pas savoir jouer, ça va pas être beau, même si je connais tes talents de guitariste. Mais par contre, au bout d'un certain temps, tu vas commencer à pouvoir jouer, à commencer à savoir jouer une mélodie, à avoir un petit morceau, un brin de morceau, et là tu vas commencer à avoir le plaisir. Donc cette personne-là, souvent je lui dis, mais laissez-vous le temps 2-3 mois de tester votre sport, et puis à partir du moment où vous avez fait vos 3 mois, posez-vous la question, est-ce que là vous avez commencé à avoir un peu de plaisir? Parce qu'au début, le sport, on peut l'avoir, le plaisir quand on s'affale sur le canapé, mais au bout d'un moment, dites-vous, est-ce que j'ai du plaisir dans ma pratique? Si vraiment, au bout de 3 mois, vous avez vraiment aucun plaisir, c'est vraiment un supplice, changez de sport.
Vous n'êtes pas marié avec votre sport. Changez de sport. Deuxième élément important que j'aimerais bien insister sur le sport. Si toi, Raphaël, tu as ton sport que tu adores, mais par contre, il est à 40 minutes de chez toi, en voiture, et tu as un sport que tu aimes un petit peu moins, mais qui est juste en bas de chez toi, lequel des deux tu penses que tu seras le plus régulier? Celui qui est à côté de chez moi. Ouais. Et ça, c'est écrit et c'est publié dans plein d'études. Ils ont montré que plus tu as de friction dans ton environnement à aller chercher ton sport, plus tu as de chance à te dire ce soir, je suis fatigué, j'ai pas envie d'y aller. Donc, privilégiez malgré tout un sport qui est à côté de votre travail ou qui est à côté de votre maison. C'est important, encore une fois, dans la régularité. Parce que derrière, je préfère que vous fassiez un sport 3-4 fois par semaine que vous le fassiez une fois de temps en temps quand vous avez la motivation, quand vos amis sont disponibles, etc. Bien sûr, non, ça c'est évident. En parlant de disponibilité, il y a un sport qui est hyper disponible, hyper accessible, c'est la course à pied. Le problème, c'est qu'on entend partout, à peu près, que si on est en surpoids, faire de la course à pied, ça va être mauvais. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors ça, c'est qu'on a encore un raisonnement des années 1980 d'un modèle mécanique du corps. Le corps, c'est simple, c'est pas une voiture. Le modèle mécanique du corps, c'est de considérer que le corps, c'est comme une voiture. Quand tu vas l'utiliser, tu vas utiliser ton moteur, tu vas user tes freins, tu vas user tes essuie-glaces, etc. Mais sauf qu'on s'est rendu compte que le corps n'est pas un modèle mécanique, mais plutôt un modèle biologique. Si je te prends l'exemple de la course à pied, en 2017, il y a un article, une étude qui est sortie de Bell-Avie qui a montré et qui a observé les disques intervertébraux chez les coureurs. C'est quoi les disques intervertébraux ? C'est ce qu'on appelle les petits coussinets, c'est les petits amortisseurs de la colonne vertébrale. Ils ont mesuré chez 3 groupes de personnes des glycoaminoglycans. Les glycoaminoglycans, c'est les petites molécules qui montrent l'hydratation et la bonne qualité du disque. 3 groupes, donc un groupe qui était sédentaire, un groupe qui courait à peu près 30 km par semaine et un groupe qui courait 50 km par semaine. Et ils ont remarqué que plus tu courais, plus tu avais des disques qui étaient en bonne santé. Ce qui va à l'encontre du fait de utiliser son corps et de l'abîmer. Deuxième étude très intéressante qui est sortie en 2017 dans un journal, c'est le journal Orthopedic Sport and Physiotherapist. J'ai progressé au niveau de l'accent, tu vois, un accent très anglais. Ils ont montré sur 100 000 personnes, ils ont pris 100 000 personnes et ils ont regardé la prévalence de l'arthrose. La prévalence de l'arthrose, c'est tout simplement, ils ont observé sur cette population la quantité d'arthrose qu'ils avaient au niveau du genou et de la hanche. Il y avait 3 groupes de personnes qui ont été observées dans cette étude. Des personnes qui étaient sédentaires, donc qui ne faisaient pas de sport et qui étaient plutôt inactifs. Des personnes qui étaient coureurs récréatifs et des coureurs professionnels. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les personnes qui étaient sédentaires avaient 10,5% d'arthrose. Les personnes qui étaient des coureurs récréatifs avaient 3,5% d'arthrose et ça remontait pour les coureurs professionnels. Donc on voyait bien une courbe en U qui était complètement différente de ce qu'on avait étudié dans les années 80. Si on avait un modèle mécanique, on aurait une augmentation d'usure au fur et à mesure qu'on vient mettre des contraintes au niveau du genou ou au niveau de la hanche. Et donc, cette courbe en U montre bien que c'est plutôt un modèle biologique. Quand on va utiliser notre corps, en fait, il ne va pas s'abîmer plus. Il va au contraire se renforcer. Il va renforcer son articulation. Culturellement, c'est facile de comprendre que quand on va travailler un muscle, quand on va travailler le biceps, il va prendre en volume, il va être plus fort, il va être plus solide. Mais on a plus de mal à comprendre dans la société que, aussi, quand on va travailler ce muscle-là, on va avoir le tendon qui va travailler, on va avoir l'articulation qui va travailler, et qu'on va avoir une modification. Donc quand on va courir, on va notamment améliorer la densité du cartilage, on va améliorer l'hydratation du cartilage, comme un modèle plutôt biologique. J'ai un autre exemple à te donner. Juste pour résumer, toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que plein de gens pensent que quand une personne va courir, qu'elle soit pas en surpoids, mais encore pire si elle est en surpoids, ça va user ses genoux, ça va tasser son dos,
Et toi, tu es en train de me dire, c'est l'inverse en fait. La personne qui court, elle aura un cartilage au niveau des genoux et au niveau de la hanche de meilleure qualité, elle aura moins d'arthrose, et elle aura des disques intervertébraux qui seront plus hydratés, qui seront plus forts. Exactement. C'est ce que tu viens de me dire. Ouais. J'ai un autre exemple à te donner sur ce modèle biologique et mécanique. C'est les astronautes. Les astronautes, on va les envoyer dans l'espace. Ils n'ont aucune contrainte. Ils sont au repos, ils sont en train de flotter, ils sont très heureux, ils sont en train de flotter. Et notamment, ils font du sport, même dans l'espace, mais malgré tout, ils n'ont aucune contrainte sur leurs articulations. Et bien en fait, quand ils rentrent sur Terre, et ben ils ont beaucoup plus d'hernie discale, ils ont beaucoup plus de soucis articulaires, ils ont une dégradation au niveau de leur cartilage. Ils ont aussi une perte de la densité osseuse, donc vraiment une dégradation complète de leur corps, juste parce qu'il n'y a pas eu de contrainte. Et c'est de se dire que, logiquement, ils n'ont pas usé leur voiture dans l'espace. Bah si, ils les ont complètement usés. Après, ça change assez rapidement, malgré tout, c'est transitoire chez les astronautes. Autre élément que je peux te dire sur ce sujet, c'est que les personnes qui sont en surpoids, qui ont un excès de masse pondérale, et notamment au niveau de la graisse viscérale, c'est la graisse qui se situe au niveau des viscères, et ben ils ont eu une libération au niveau de leur tissu adipeux, de leur graisse, de molécules chimiques qui va provoquer de l'arthrose au niveau des mains. Pourtant, si l'arthrose était un souci purement mécanique, donc le fait d'user leur articulation, ces personnes-là, ils ne marchent pas sur les mains. Donc, tous ces modèles viennent bien confirmer que le corps humain n'est pas une voiture, le corps humain est plutôt un modèle biologique, que si on ne vient pas mettre de contraintes au niveau du corps, eh ben, le corps il est intelligent, il va pas se dire à quoi bon rendre cette articulation forte si je l'utilise pas. Donc il va utiliser son énergie à bon escient, mais par contre, ce qui est très important à retenir, c'est que chez les personnes en surpoids et en situation d'obésité, il faut être beaucoup plus progressif, parce que on a beaucoup plus de chances aussi de surcharger et de pas laisser le temps au corps de progresser. Donc, bien évidemment, tout ce que je te dis, c'est vrai, mais on rajoute de la progressivité, et c'est de se dire que si on commence à courir 30 minutes directement, ben, c'est une grosse erreur. Mais c'est une grosse erreur pour tout le monde. Mais j'ai envie de te dire, c'est aussi une grosse erreur pour des gens qui courraient pas, donc effectivement. C'est clair avec cette mise au point. Les gens qui perdent du poids, tu sais, il y a aussi cette image comme quoi perdre du poids, c'est une question de volonté. Et que finalement, si on a suffisamment de volonté, on arrivera à perdre du poids. Et le corollaire un petit peu de tout ça, c'est que ça laisse sous-entendre que les gens qui sont en surpoids, c'est quand même des gens aussi qui manquent de volonté. Alors ça, je vais tout de suite le dire, c'est complètement faux. Ça, c'est des choses qui me touchent, parce que ce n'est pas du tout un problème de volonté. La volonté, il faut le voir comme une ressource périssable. La volonté, c'est une énergie mentale. On a une réserve dans la journée et on va l'utiliser. On va l'utiliser quand on va faire un effort de contrôle. C'est ce que j'appelle un effort de contrôle. C'est que quand vous allez avoir à côté de vous des gâteaux au chocolat et que vous ne voulez pas en manger, vous allez faire un effort de contrôle, donc vous allez puiser dans votre réserve de volonté. Mais aussi, quand vous vous entendez pas bien avec un collègue qui vous engueule et que vous devez rester calme, vous allez aussi utiliser votre volonté. Parce que le cerveau ne fait pas le distinguo, la différence entre le fait de rester calme face à un collègue qui est pénible et le fait de dire non à des gâteaux. C'est la même réserve. Et sauf que quand on a puisé cette énergie mentale, cette énergie dans sa journée, eh bien, ce qui arrive très régulièrement, eh bien, nos choix alimentaires vont être plus impulsifs, plus émotionnels, moins pertinents. Donc, il n'y a pas un souci de volonté. Il y a peut-être un souci de gestion de cette volonté dans les journées qui peuvent passer, mais ce n'est pas du tout un souci de volonté. Un conseil que je peux donner, c'est d'arrêter d'utiliser la volonté comme un bouclier défensif pour se défendre en fait de tentations. Si on utilise constamment sa volonté dans notre journée pour résister à la tentation, là, ça va être très compliqué. C'est Oscar Wilde qui disait « Je peux résister à tout, sauf à la tentation ». Donc, on fait attention de plutôt utiliser notre énergie à éviter
les tentations. C'est simple. Pas avoir de gâteau sur son bureau, essayer d'avoir un environnement plutôt sain. Encore, on revient sur le fait que le comportement est influencé par notre environnement. Moi, j'aime bien cette petite histoire. C'est l'Odyssée d'Homère. Ulysse doit traverser une zone avec ses marins où il sait qu'il va y avoir de merveilleuses sirènes avec un chant merveilleux. Et sauf que ce chant-là va amener tous les marins à leur perte. Est-ce que Ulysse va demander à ses marins « les cocos, vous êtes forts, résistez un peu à la tentation du chant des sirènes, sachant pertinemment que c'est pas possible ?» Ben non. Il va tout simplement prendre un peu de son énergie pour acheter des boules qui est et pour éviter qu'il puisse faire face à cette quantité de tentation. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'on doit mieux gérer sa volonté en essayant d'éviter de tout le temps, avoir des tentations dans son environnement. Deuxième point, on gère aussi sa volonté, son énergie mentale, en s'écoutant beaucoup plus. Est-ce que je peux pas faire une pause, marcher un petit peu entre midi et 2 pour, encore une fois, me faire du bien au niveau de l'esprit? Le sport permet de faire ça. Le sport permet de me recharger au niveau des batteries. Parce qu'on peut être fatigué physiquement, enfin, en fin de journée, on peut être fatigué psychologiquement, mais pas physiquement. Et donc, le fait de courir, ça me recharge un peu mes batteries. C'est aussi savoir dire non, savoir fixer des limites dans la vie. Parce que si on ne se fixe pas de limites, on puise dans notre énergie mentale. Voilà ce que je peux dire sur cette importance que ce n'est pas une question de volonté. Les gens qui veulent perdre du poids, ils ont la même volonté que tout le monde. Par contre, peut-être que dans l'équation, il y a une gestion de la volonté qui peut juste faire la différence. Il y a un point qui fait énormément de débat également dans la perte de poids et dans les stratégies que les gens doivent suivre peuvent ou doivent suivre pour perdre du poids. C'est le rapport à la balance et le fait de se peser ou pas tous les jours. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je vais être très clair. Si déjà j'ai un patient qui vient me voir et qui a un vrai souci, une vraie anxiété sur le poids de la balance, il a vraiment une relation complexe avec la balance, je veux dire peut-être pas. Le fait de se peser tous les jours, ce sera pas pertinent peut-être pour lui. Par contre, pour la plupart des gens, ça peut être une stratégie intéressante. Pourquoi ? Parce que, premièrement, se peser tous les jours va permettre de faire une moyenne. On va prendre 7 jours et on va faire une moyenne de ces 7 jours. Ce qui va permettre de ne pas se concentrer sur le poids aujourd'hui sur lequel je me pèse, mais plutôt sur la moyenne d'une semaine. Parce que ce que je dis souvent, c'est qu'on perd du poids sur une semaine. On ne perd pas de poids de jour en jour. Deuxième chose, à chaque fois que je vais me peser, ça va dédramatiser ma pesée. Je vais arriver sur ma balance, et en fait, le chiffre que je vais regarder, je sais que ça ne compte pas. Je sais que c'est le chiffre de la semaine qui va compter. Et aussi, ça va lisser donc les fluctuations qu'on va avoir. Parce que naturellement, il y a un jour où je vais avoir un peu plus d'eau, il y a des personnes qui vont avoir leurs règles, donc du coup, il y aura une fluctuation du poids qui va être naturelle. Mais quand je vais prendre du poids, je vais être motivé. Quand je vais perdre du poids, je vais être motivé. Quand je vais prendre 200 grammes, je vais être dégoûté. Ça permet de lisser les résultats, de se fixer sur une moyenne, de ne pas se concentrer sur la mesure et plutôt d'avoir une vue d'ensemble. Par contre, c'est une mesure. La balance, c'est une mesure. Moi, je dis toujours qu'une mesure, ça ne suffit pas. Il faut le corréler, il faut avoir une autre mesure pour pouvoir regarder l'ensemble de la perte de poids. Parce qu'il y a plusieurs marqueurs. Quand on perd du poids sur une balance, est-ce qu'on perd du muscle ou est-ce qu'on perd du gras ? On ne sait pas trop. C'est difficile à savoir. Et donc, moi, je dis toujours de faire une mesure, par exemple, de tour de taille. Parce que le tour de taille va permettre d'avoir notamment une perte de masse graisseuse, une mesure avec une perte de masse graisseuse beaucoup plus fiable. Et surtout, la masse graisseuse viscérale, c'est la plus dangereuse. C'est celle qui fait de l'hypertension artérielle, c'est celle qui fait du diabète. L'hypertension artérielle, c'est ce qui va entraîner une rigidification de la paroi des artères et qui peut provoquer aussi de graves conséquences au niveau du cœur humain. Donc, les personnes qui nous écoutent peuvent essayer de se prendre le périmètre de tour de taille. Ce qu'on dit souvent, c'est 80 cm pour la femme, 88 cm pour l'homme. Ça, c'est la première mesure à apprendre. Par contre,
ce qui est important à retenir, c'est que c'est pas parce que vous avez 80 ou 88 que vous êtes en situation avec un excès de masse grasse viscérale. C'est juste une moyenne, on est bien d'accord. La deuxième, par contre, mesure à retenir, c'est 88 cm pour les femmes et 102 cm pour les hommes. Là, par contre, à partir de cette mesure-là, il faut faire vraiment plus attention parce qu'il y a un excès de risque de maladie métabolique. Et le problème de cette maladie métabolique, c'est qu'elle a quand même tout un tas de conséquences sur la santé, avec l'augmentation des maladies cardiovasculaires, etc. Infarctus, AVC, etc. Sur la chaîne, on a pas mal de personnes de plus de 50 ans, c'est ce que notre audience nous montre. Mais d'une manière générale, un peu tout le monde, tous les gens qui sont en surpoids, ils ont déjà essayé de perdre du poids. Souvent, voilà. Et encore plus, effectivement, des personnes de plus de 50 ans comme on a sur la chaîne. Et souvent, ces gens-là disent « Oui, mais moi, j'ai déjà tout essayé pour perdre du poids et ça marche pas. » C'est des gens qui sont plutôt découragés. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces gens-là ? Pour perdre du poids, il y a 2 éléments indispensables. Si tu n'as pas ces 2 éléments, tu ne pourras pas perdre de poids. C'est une bonne stratégie et des efforts. Je m'explique. Si tu mets des efforts, si tu mets beaucoup d'efforts mais que tu n'as pas une bonne stratégie, c'est comme si toi tu me disais demain, je vais traverser l'océan Atlantique à la nage. C'est un très beau projet, mais je sais tout de suite que ça va être un échec. Parce que même si tu mets tout l'effort que tu souhaites, eh ben, si tu n'as pas déjà quelque chose qui est réalisable et qui est une mauvaise stratégie, ben, tu vas aller droit dans le mur. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut donc une bonne stratégie et des efforts. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si on alloue nos efforts au mauvais endroit, eh ben, on ne peut pas avoir les bons effets sur la perte de poids. Donc c'est pour ça qu'il faut voir la perte de poids aussi comme une pyramide. Et puis, il faut allouer ses efforts au bon endroit pour avoir le meilleur retour sur investissement. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, certains organismes vont amener quelque chose de miraculeux dans la perte de poids. Vous pouvez perdre tant de poids facilement, c'est miraculeux, vous n'avez pas besoin d'apprendre, vous n'avez pas besoin de maîtriser. Mais ça, on sait très bien que plus la solution est simple, facile, réalisable, plus on vient un peu mentir sur la stratégie mise en place. Et on revient au début de notre vidéo en disant que si on traite le surpoids, c'est très simple. Je te fais manger de la soupe aux choux, tu vas perdre 30 kilos. Par contre, tu vas les reprendre. Si on traite le surpoids, c'est très simple. Par contre, c'est pas le but. L'objectif, c'est vraiment d'allouer les efforts au bon endroit. Vraiment, c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui fait la réussite. Il ne faut pas oublier que c'est, par contre, des choses très simples à mettre en place et progressivement augmenter sa capacité à mettre ces petites choses en place dans son quotidien. Et ça fait la réussite. C'est l'exécution constante de base très simple qui fait la réussite d'une perte de poids. Je pense qu'on a fait un bon tour là sur plein de petits secrets pour commencer une perte de poids, puis tu as donné quand même plein de conseils pratiques sur des choses que les gens peuvent commencer de leur côté, donc ça c'est parfait. Si on termine avec 2 questions qu'on pose du coup à tous les invités, donc que tu connais, mais auxquelles tu vas te soumettre. Si tu devais donner un seul conseil à tous tes patients pour améliorer leur santé, lequel choisirais-tu ? Il n'y a pas d'apogée dans la vie. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas perdre 30 kilos que ta vie elle va être extraordinairement meilleure au niveau de ton bonheur. Et que c'est pas parce que tu as un objectif de perte de poids que tu vas te sentir mieux dans l'ensemble de ta vie si tu te dis pas que dès maintenant j'essaie d'être heureux, j'essaie de construire des actions pour être heureux, j'essaie de mettre en place des choses pour éviter ma souffrance actuelle de mon poids par exemple, mais de se dire que le bonheur ça se construit à partir du moment où on est en surpoids
Et progressivement, on vient essayer de chercher des éléments qui, dans notre parcours de perte de poids, va aussi nous rendre heureux. Mais c'est ne pas partir dans l'optique de se dire que quand je serai maigre, quand je serai dans une corpulence qui me convient, pas du tout maigre, eh ben là, je serai heureux. Peut-être que j'aurai moins de souffrance par rapport à l'essoufflement de mes escaliers, par rapport au fait que je me sens plus dynamique dans ma vie. Je suis bien dans mon quotidien. Mais par contre, il y a une vraie différence entre ne pas souffrir et être heureux. Et le fait d'être heureux, ça se construit dès maintenant, même si on est en surpoids. Et aussi, j'insiste bien que le fait d'être heureux permet de mieux construire, de mieux durer et de mieux vivre sa perte de poids. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des objectifs un petit peu qui soient à côté de la perte de poids et qu'on ne sacrifie pas tout pour perdre du poids. On garde son environnement familial, on garde ses moments sociaux, on essaye de construire son bonheur. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Est-ce que je ne peux pas calmer mon cerveau qui ne s'arrête pas ? Est-ce que je ne peux pas essayer d'être moins stressé ? Est-ce que je ne peux pas essayer d'avoir un meilleur sommeil ? Et tout ça va être relié ensemble pour m'amener à ma perte de poids. Et deuxième chose que je dis, parce que je viens de dire un deuxième conseil, c'est qu'il faut commencer à avoir aussi pas que les côtés que l'on enlève dans une perte de poids. Il faut voir aussi les avantages, et c'est sûr qu'on a beaucoup d'avantages, comme le fait, comme j'ai dit, le fait de sentir qu'on est moins essoufflé, le fait, surtout la fatigue. Moi, c'est ça mes patients c'est le premier truc qu'ils me disent. Ils me disent, je me sens moins fatigué, je me sens plus en forme, je me sens plus dynamique, je me lève le matin, en fait, je suis pas déjà écroulé de fatigue. Donc, je dirais ces deux petits conseils. Ça marche, c'est bien. Sur le premier conseil que tu as donné, ça complète bien la question sur les objectifs que je t'ai posé précédemment. Du coup, deuxième question, toi, qu'est-ce que tu as mis en place récemment dans ta vie pour être en meilleure santé ? Alors, j'ai pas réfléchi à cette question. J'ai beau l'entendre 3 fois à chaque fois que tu la poses à des invités. Je vais te dire d'essayer de faire plus régulièrement des petits moments de sport où j'augmente un peu plus mon rythme cardiaque. C'est-à-dire que je suis assez régulier sur le sport, mais j'ai tendance à faire du sport un petit peu plus plan-plan en ce moment, c'est-à-dire du sport routinier où ça reste très simple. Je suis sportif, mais j'ai la sensation que je me mets pas trop en difficulté. Et ce que j'aime bien dans la vie, c'est le concept de la loi d'Hormèse. C'est que le corps, il aime bien avoir des petits chocs de temps en temps. Et moi, j'aime bien mettre des petits chocs dans mon corps de temps en temps, lui faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude. Et donc, lui mettre un petit choc au niveau léger cardiaque. Donc, par exemple, me dire, en fait, à la place de courir 20 minutes ce matin, je cours 15 minutes et 5 minutes, j'augmente mon rythme. Et ça, j'essaie de me le mettre en place depuis quelques temps et je trouve que c'est sympa parce que ça vient rendre ludique. Je suis pas avec mon chronomètre à me dire exactement je vais courir 30 secondes plus vite, etc. Je viens faire en fonction de mes sensations, mais je veux juste que mon cœur batte un peu plus vite à un certain temps et après je reviens à mes habitudes. Je pense qu'il y a plein de gens qui évitent justement de faire trop monter leur cœur, surtout en vieillissant, alors qu'en fait on se rend compte que c'est très bon pour la santé. Et effectivement, ça permet déjà d'entretenir cette capacité à notre cœur de pouvoir accélérer. Bon, toi, c'est un peu spécifique parce que tu fais quand même pas mal d'autres sports à côté. Mais je pense que pour plein de gens donc t'as totalement raison, mais pour plein de gens qui font moins de sport, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée un petit peu qu'on a expliqué plein de fois dans les vidéos où on a peur, on vient un petit peu surprotéger la personne. J'allais dire qu'il commence à vieillir, mais à partir de 40, de 50 ans, ou non, on fait plus trop monter le cœur, est-ce qu'on, visite chez le cardiologue, etc. Enfin voilà, si tout va bien, alors vous donnez la chance à votre cœur de pouvoir monter comme ça une fois par semaine, c'est très bon pour qu'il continue à bien fonctionner, donc c'est hyper important. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, GG ? Rien de plus, toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Raph ? Pour moi, c'est tout bon. Parfait, j'espère qu'on a essayé de donner le plus de conseils possible. J'ai écrit avec Raph un guide avec 7 conseils qui peut être très intéressant pour les personnes qui souhaitent perdre du poids. On a abordé... Qui ne sont pas les mêmes conseils que ceux qu'on a donnés là. C'est ce qui est important aussi à savoir. Du coup, pour tous ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent cliquer juste ici.